Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Théorique. Ici on parle sport, santé et performance. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir notre compatriote audoise Réjeanne Bousquet, vice-championne d'Europe de trek en individuel et championne par équipe. Salut Réjeanne, comment ça va? Bah, ça va très bien. Salut Emeric, comment ça va? Ça va super. Alors pour commencer Réjeanne, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi, je m'appelle Réjeanne Busquet, j'ai 19 ans. Je fais mes études à Montpellier et je monte à cheval à Tuchan, mais je suis licenciée à l'écurie de l'Est de Trèfle, à Pézy-à-la-Rivière, dans les Pyrénées-Orientales. Quel est ton passif en tant que sportif et comment tu as été amené à faire de l'équitation? Alors, l'équitation, c'est depuis que j'ai 3 ans. J'ai fait aussi de la danse, mais l'équitation, c'est grâce à ma mère. Elle en a fait et elle m'a mise depuis tout petite sur un cheval et du coup, j'ai continué. D'abord dans des centres équestres et après j'ai eu mes chevaux et à la maison. Ok, le premier centre équestre c'était où? C'était à Périac-de-Mer, pas loin de Narbonne, ensuite à Villeneuve-les-Corbières, puis Rivesaltes, puis au Poul et maintenant Pézy-à-la-Rivière. Ok, pourquoi t'as fait autant de clubs différents? D'abord à cause de l'éloignement, puis après il y en a un qui a fermé et ensuite je me suis rapprochée d'Eaupoul parce que justement il y avait la discipline qui m'intéresse, le trek. Et comment tu découvres le trek justement? Du coup, c'est Jérémy, le moniteur de Hautpoul, qui nous a fait des stages d'abord avec ma mère. Donc j'allais avec ma jument et on a commencé là-bas. Puis ma mère a fait les premiers concours et moi au début je suivais un peu parce que elle faisait ça, mais ça me plaisait pas forcément. Et après, au fur et à mesure, à force de sortir et de voir des concours, ça m'a plu et on a commencé à faire des stages. Puis après, j'ai été détectée par le sélectionneur, etc. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le trek? Parce que j'ai vu que c'était de l'équitation, Ouais, c'est ça. mais comment ça se déroule? Du coup, c'est technique de randonnée équestre en compétition. Et en gros, il y a 3 épreuves. Donc la première, c'est le POR, parcours d'orientation et de régularité. Donc on a une carte, une boussole. Et le but, c'est de rester le plus proche possible du tracé qu'on a sur notre carte. Et en respectant des vitesses, pour mesurer les distances, c'est grâce aux foulées de nos chevaux, grâce au pas, à la longueur de leur pas en gros. Et donc, on a un premier classement suite à ça. Ensuite, Ok. il y a la maîtrise des allures. C'est une épreuve de dressage où il faut faire le pas le plus rapide et le galop le plus lent. Et après, il y a le PTV, donc parcours en terrain varié. On va sauter des obstacles, faire des slaloms, des barrières, rentrer dans l'eau. Et il faut choisir certaines allures. Il y a quelque chose de stratégique à faire. Ok, donc plusieurs épreuves. Et tu as Ouais. un point fort dans une des épreuves spécifiques ou pas Ouais, le point forcément? fort de mon cheval, je dirais que c'est la maîtrise des allures parce que c'est une épreuve en fait. Le galop, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup et qui est assez, pas facile, mais qui s'acquiert assez rapidement. Et le pas, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour arriver à faire marcher un cheval très vite. Et lui, il a très très bien compris l'exercice, et il est très très régulier et c'est vraiment notre point fort. Ok, ça c'est cool. Et d'après toi, est-ce qu'il y a des aptitudes, un savoir-faire qui est nécessaire et particulier au trek pour Ben, performer à haut niveau dans le trek? je dirais que la différence entre avec les autres disciplines de l'équitation, c'est le POR. C'est vraiment le cavalier qui doit réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion et ça change parce que d'habitude, c'est entre guillemets le couple qui compte beaucoup. Mais là, sur l'orientation, c'est vraiment nous qui réfléchissons. Et il faut avoir savoir-faire très spécifique avec du coup boussole pour savoir faire des azimuts, les distances, compter les foulées du cheval. Et c'est très long comme épreuve. Donc il faut beaucoup d'endurance, ça peut durer jusqu'à 10 heures. Donc 10 heures à cheval, à réfléchir. Et les balises, on ne sait pas où elles sont, donc il faut tout le temps être concentré. Donc c'est très compliqué. Il faut aussi savoir gérer son effort avec la nutrition, etc. Ok, alors là, ça me fait penser à deux questions. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les azimuts Oui. et l'utilisation de la boussole, s'il te plaît? Alors les azimuts, en gros, c'est avec la boussole, on a le nord. On met le nord de la boussole au nord de la carte. Et c'est l'angle qui va nous permettre de prendre le bon chemin. Et du coup, ça, il faut le faire à peu près tout le long en comptant les distances, donc avec les pas des chevaux. Et c'est ce qui va permettre d'être bon. On dit en orientation qu'il faut qu'il y ait 3 points de repère qui soient validés pour être sûr que c'est le bon chemin. Donc en général, c'est azimut, distance, et après, il y a les points remarquables comme les maisons ou les courbes de niveau. Ok, et donc sur la carte, c'est écrit la distance, elle est écrite en pas de chevaux? Non, on a mesure avec la boussole. En gros, Ok, c'est des cartes au 1,25 millième.
Du coup, on sait que 4 mm, c'est 100 mètres. Ouais. Et on mesure à chaque fois les distances. Et on a des tableaux avec... moi, mon cheval, par exemple, c'est 10 foulées de trot, ça fait 1 millimètre. Et avec ça, je fais... Ok, et le tableau, tu l'as avec toi ou tu connais tout Non, j'ai le tableau avec moi. Ok, On a le droit, en gros, on a le droit à tout sauf aux montres connectées. ok. Enfin, tout ce qui ne nous géolocalise pas, on a le droit. Et les téléphones, c'est éteint sous scellé pour être sûr qu'on ne triche pas. Ok, ça marche. Et deuxième question, donc tu parles nutrition. Je suppose que c'est ta nutrition à toi, vu que l'épreuve elle Oui. est longue. Est-ce que tu dois gérer aussi la nutrition du cheval? Alors, le cheval, c'est plutôt au niveau de l'eau, parce que c'est compliqué de faire boire un cheval sur un parcours d'orientation. Moi, je sais que la seule solution que j'ai trouvée, c'est de lui enlever le mordre qu'il a dans la bouche. Mais niveau nutrition, ça va. Le cheval, il faut qu'il mange avant, il faut qu'il mange après, bien sûr. Après, on peut aussi lui donner des électrolytes pour qu'il soit bien hydraté. Et après, au niveau du cavalier, prendre souvent des barres de céréales pour le sucre, quoi, pour pouvoir nourrir le cerveau. Et après, le matin, bien manger. Et si possible, à midi, essayer de manger le pique-nique. Mais ça, c'est compliqué, on va pas se mentir. Ouais, parce que t'as pas trop le temps. Il n'y a pas le temps. Et puis bon, en général, quand on est dans le truc, manger un sandwich, Ouais. on préfère manger une barre de céréales vite fait ou une compote, quoi. Ouais, ok. Avant de passer sur les questions sur l'entraînement, est-ce que tu t'entraînes aussi en orientation à pied ou tu fais tout à cheval? Je m'entraîne pas à pied, mais sur des stages avec l'équipe de France, par exemple, ça nous arrive de faire des mises en situation. On fait pas des parcours à pied, mais par exemple, justement, les azimuts, on va pouvoir les travailler. On est dans un grand champ, il va nous poser des balises un peu partout. Et on mesure nos azimuts et le but, c'est de prendre la bonne balise. Et là, vraiment, on peut être très, très, très précis parce qu'il n'y a pas le cheval qui bouge et c'est sur des toutes petites distances. Donc voilà. Ok. Et justement, tu parles de l'équipe de France. Comment elle s'est déroulée ton ascension pour arriver jusqu'en équipe de France? On t'a repéré sur des compètes, des choses comme ça? Alors, la première personne qui m'a repérée, c'est quelqu'un qui s'appelle Fred. Donc lui, il me regardait un peu depuis que j'étais petite et il en a parlé au sélectionneur. Et un jour, le sélectionneur est venu faire un stage à Bise, au Palouza du Pêche. Ma mère nous a inscrites à ce stage, mais sans vraiment d'objectif derrière, juste parce qu'on trouvait ça intéressant pour nous. Et du coup, j'y suis allée, donc moi, avec mon cheval, mais pas celui que j'ai en ce moment en équipe de France, avec Lord. Et ma mère y est allée avec son cheval. C'est celui avec lequel maintenant je fais les équipes de France. Donc du coup, on a amené donc, nous deux et les 2 chevaux. Le sélectionneur m'a vu, il m'a dit ça serait intéressant de te voir sur les étapes de la Coupe de France, donc sur les plus grosses épreuves qu'il y a sur le circuit. Ok. Donc moi, à cette époque-là, j'étais encore en junior, donc c'est en gros niveau club élite. Du coup, j'ai été sur les étapes, j'ai fait des podiums toute la saison, j'ai fait des très bons classements. Ouais, une très belle saison. Ouais, et après championnat de France, ça a été un peu plus compliqué parce que mon cheval a peur des vaches, enfin mon ancienne du coup. Et du coup, ça a été un peu difficile parce que j'ai perdu une balise à cause de ça, donc ça fait 30 points quand même, c'est énorme. Et donc du coup, je fais que 9e, mais je suis quand même sélectionnée pour les championnats du monde. Donc très bien. Et après, bon, dans l'été, le cheval se blesse, donc du coup, le sélectionneur veut me voir avec le 2e cheval. Et depuis, j'ai celui-là depuis ce jour-là parce qu'il va mieux, il est plus adapté à la discipline, il est meilleur. Donc voilà. Ok. Alors en septembre, tu as été vice-championne d'Europe en individuel et championne d'Europe en équipe. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était ton palmarès avant cette compétition? Du coup, j'ai fait en 2022 vice-championne du monde en junior, 2023 championne d'Europe en junior, et 2024 j'ai fait que les championnats de France, j'ai fait vice-championne de France, et 2025 j'ai fait 3e au championnat de France en jeune, et du coup vice-championne d'Europe en indiv, en jeune cave, et championne d'Europe en équipe. Okay. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, les limites d'âge entre la catégorie jeune et senior? En junior, c'est 14-18 ans et jeune, c'est 16-21. Donc moi, ma première sélection en jeune, c'était l'année de mes 18 ans, donc il me restait encore un an de junior normalement. Mais du coup, j'ai pas participé à un international à cause des études. Et là, du coup, c'était ma première sélection en international en jeune. Et la différence entre junior et senior, est-ce que tu estimerais qu'il y a une différence physique, comme dans la plupart des sports, ou est-ce que c'est vraiment juste une différence d'expérience
du fait du nombre de compétitions vécues? Une différence de niveau. En junior, déjà, on part en duo en junior. On part pas tout seul sur l'orientation et sur toutes les épreuves. Alors que jeune cave et senior, c'est individuel. Et le niveau d'épreuve est, surtout en France, il y a une très très grosse marche. Junior, on va dire que c'est encore niveau club. Donc ça veut dire que c'est assez accessible. Il faut juste avoir beaucoup de rigueur, s'entraîner régulièrement et être sérieux, et on va dire que ça se passe bien. À partir de jeune cave, l'orientation devient beaucoup, beaucoup plus difficile. On peut faire du hors-piste, donc c'est-à-dire passer dans des endroits où il n'y a pas de chemin, alors qu'en junior, c'était que du chemin. Et après, senior, ça va vraiment être des difficultés au niveau de la carte beaucoup plus importantes. Et sur le PTV, les obstacles qu'on saute sont beaucoup plus hauts et beaucoup plus de technicité. On va mettre beaucoup plus de dénivelé, de dévers pour rendre les choses plus difficiles, quoi. Donc, t'es jeune quand même, t'as 19 ans. Comment tu perçois un tel palmarès? Parce que c'est vraiment un beau palmarès. Ben, je suis très contente. Je crois que je réalise pas trop parce que enfin, on va dire que c'était pas mon rêve ni un truc comme ça, mais ben, juste j'ai été sélectionnée, ça m'est un peu tombé dessus et maintenant j'en profite et Ok. j'espère finir mes années jeunes et après on verra. Ouais, tu sais pas trop ton avenir dans la discipline, t'as des ambitions. Ben, mon objectif c'est de finir mes années jeunes en équipe de France, donc il me reste 2 ans là. Hmm. Donc mon but ce serait de participer aux 2 internationaux qui me restent. Et après, les seniors, bon, les places sont beaucoup, beaucoup plus chères parce que ben, du coup, c'est à partir de 21 ans jusqu'à ce qu'ils décident de prendre leur retraite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de cavaliers qui sont très, très bons. Donc, c'est très compliqué de se faire une place. Mais ben, je verrai si je continue. Et après aussi, il y a le fait que le cheval commence à prendre de l'âge. Il a 14 ans, donc ça veut dire que quand je terminerai mes années jeunes, il en aura 16. Donc Hmm. après, il pourra continuer, je pense, encore 2 à 5 ans, mais je ne ferai pas de multiples saisons avec, quoi. Ouais, ouais, tu veux le préserver. Justement, on parlera de ta relation plus tard avec ton cheval. Et, bah, c'est super intéressant. Alors, en parallèle de ta pratique, tu es aussi étudiante en médecine, ce que tu Ouais. nous disais. Comment tu fais pour justement allier les deux et bien gérer ton emploi du temps? Ben, quand je suis à donc mes chevaux sont à Tuchan, moi je fais mes études à Montpellier. Donc quand je suis à Montpellier, je monte une fois par semaine dans un satriès là-bas, mais c'est pas mes chevaux, donc c'est pas, enfin c'est surtout pour me changer les idées. Et ben, quand je rentre à Tuchan, j'essaye de monter le maximum. Et après, ma mère, qui fait aussi de l'équitation, du coup, quand je suis pas là, elle fait le travail de fond. Donc, elle va travailler le cheval sur le cardio, la musculature pour qu'il reste en forme. Et après, moi, quand je reviens, souvent, avant les compètes, je travaille les points faibles. Mais maintenant, on va dire qu'on est un couple assez formé et qu'il connaît son travail, je connais le mien, je sais quels sont nos points faibles. Donc, je travaille surtout sur ça et il connaît son travail, donc c'est de plus en plus simple. Ok. Et c'est pas trop déstabilisant de monter sur des chevaux qui sont pas à toi quand tu montes à Montpellier? Ben, ça me change, mais ça me fait du bien, justement. Je pense que c'est que bénéfique, ça permet de voir autre chose, de voir d'autres problématiques et de se dire qu'avec les miens, c'est assez facile finalement. Et tu parlais de renforcement musculaire justement du cheval. Bon, on sait comment on fait chez l'homme, Ouais. mais chez le cheval, ça consiste en quoi? Comment il fait voilà, pour s'entraîner? Alors, ça va être plutôt des séances du coup en carrière où on va essayer de mobiliser, donc c'est-à-dire de le faire se déplacer latéralement pour qu'il engage bien ses jambes et en gros, ça va permettre de le muscler. Donc ça, au pas, au trot, au galop, de le travailler vraiment dans la rondeur pour qu'il remonte le dos, remonte les abdos. Et ben, le plus important, c'est de faire des petites séances très régulières pour entretenir le physique et après partir en balade pour faire le cardio. Des sorties assez intenses pour lui. Et voilà, du trot, du galop, en montée. Ici, c'est très pratique parce qu'il y a beaucoup de montées et de Hmm. descentes. Ça permet de bien le muscler, ça. Et voilà. Ok, ouais, super intéressant. Et donc on en vient à ton entraînement. Est-ce que tu as un plan d'entraînement déjà? Et si tu en as un, comment tu le construis? Ben, du coup, mes entraînements, c'est vraiment que à cheval. Je fais pas autre chose, même si je devrais, je pense. Mais voilà. Hmm.
Et quand on va dire quand je suis totalement disponible, parce que quand je le suis pas, c'est un peu compliqué. Mais quand je suis à Tuchan, j'essaye de monter tous les jours. Comme j'ai plusieurs chevaux, j'alterne. Et on va dire que pour avoir un travail vraiment bien, j'essaye de monter 3 à 4 fois par semaine. Donc j'essaye de faire une séance spécifique de ma discipline. Donc je fais une séance de maîtrise des allures pour travailler du coup le galop et le pas et garder sa régularité. Après, j'essaye de faire une ou deux balades pour du coup entretenir le cardio. Et une séance de longe, c'est bien. Donc moi, je suis à pied et il tourne autour avec des enraînements ou sans pour le muscler, pareil. Et après, de temps en temps, mais pas souvent, je fais une séance où je saute un peu. Je fais un peu de parcours en terrain varié pour entretenir. Ok. Mais du coup, tu fais uniquement du travail avec le cheval. Ouais. Jamais de de renforcement musculaire pour toi. Moi, non, j'avoue, je fais pas. Je devrais, mais je fais pas. Et après, moi, je travaille. Je vais en stage aussi pour faire de la carte, du POR. Et voilà. C'est surtout. Moi, mon point faible, c'est le POR. Donc, il faut vraiment que je travaille bien là-dessus. Et c'est le plus important. Ok. Qu'est-ce qui te pose souci dans le POR? Surtout la concentration. Ça m'arrive très, très souvent de perdre beaucoup de points à la fin. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille. Et aussi, être attentif tout le temps et après prendre de l'expérience parce que c'est quand même une histoire d'expérience et de savoir-faire. Et il y a des fautes que je fais souvent où c'est un manque de confiance, un manque d'expérience. Donc, à part en faire, il n'y a pas trop de solutions, quoi. Ok. Et bon, de ce que tu nous dis, le trek, ça a l'air d'être quand même une épreuve assez complète avec beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et est-ce que, justement, tu as une équipe autour de toi? Est-ce que tu as un staff? Ou est-ce que tu gères tes entraînements, ton plan d'entraînement, tes compétitions? Tout ça, tu le gères toute seule? Il y a ma mère qui m'aide beaucoup et ma coach, du coup. Je prends des cours particuliers à la maison. Donc ça, c'est à peu près une fois par semaine quand je suis à Tuchan. Et après, dans le travail du cheval, je demande des conseils à ma mère aussi. Et, euh, et après, par contre, quand c'est pour l'équipe de France, là, donc on a un suivi qui est quand même très axé, quoi. Il y a un staff, donc il y a l'ADTN et le sélectionneur. Surtout en période de championnats internationaux, on doit, donc par exemple, dès que le cheval a un petit bobo ou nous, on doit les prévenir. Et après, si on a des demandes de conseils, il y a un entraîneur à qui on peut demander, par exemple, dans le travail du cheval, s'il y a des choses à revoir, des exercices, si on a un peu de mal. Mais ça, c'est surtout ma coach qui s'en occupe. Ok, donc une équipe assez réduite, juste ta coach et ta mère. Oui, ma coach, ma mère et le staff fédéral quand on a des compétitions internationales. Ok, pas de professionnels du milieu médical. Non, pas spécialement. J'ai besoin d'aller chez le généraliste pour valider ma licence. Et après, pour la licence, il y a des examens quand même à faire pour vérifier que je sois bien apte. Mais sinon, non, pas spécialement. Ok. Après, je sais qu'en équipe de France, on nous propose de la prépa mentale. Mais moi, j'en ressens pas forcément le besoin, donc j'y fais pas appel. Hmm. Mais c'est vrai qu'il y a des gens dans le groupe qui en ont plus besoin et qui le demandent. Ouais, ça justement, moi j'ai fait mon master là-dessus, donc c'est vrai que la visualisation notamment, il y en a certains qui doivent l'utiliser pour ça. Ouais, moi, je l'utilise. Mais ouais. Ah, donc tu utilises quand même des Ben, techniques. j'utilise des techniques, mais c'est plutôt on va dire ma coach. En fait, Hmm. elle a rien, elle a pas de formation en prépa mentale, mais elle me dit, par exemple, surtout pour les parcours en terrain varié, elle me dit, avant de partir sur l'épreuve, et je le fais, tu le fais au moins 2 fois dans ta tête, ton parcours parfait en fermant tes yeux. Hmm. Tu visualises chaque petite chose, chaque petit détail, à quel moment je fais mes transitions, quand je mets ma jambe, etc., etc. Et Ok. c'est vrai que ça aide beaucoup. Comme ça, tu l'as déjà vécu et quand tu arrives en situation, tu sais à peu près comment gérer. Mais ça c'est super parce qu'en gros, bah, ta coach, elle t'a fait des séances de prépa mentale et elle t'a Ouais. habitué. Donc tu fais pas forcément de séances, mais tu l'as impliqué directement en toi. Ouais. Donc ça c'est super. Ensuite, est-ce que, ouais, voilà, tu nous as parlé de stages en équipe de France, Mm. enfin de stages. Est-ce que tu fais des stages en équipe de France
Ou est-ce que vous vous retrouvez seulement lors des compétitions internationales? Du coup, il y a 2 sélections dans l'année. Il y a celle de début d'année de janvier et celle juste avant les championnats et donc celle de janvier, elle sert à faire justement un stage fédéral. Donc c'est, un stage d'hiver à la Motte Beuvron. C'est juste avant le début de la saison normalement et ça permet, de voir si le travail d'hiver a été fait, si les chevaux sont en forme, si nous aussi. On revoit un peu les bases pour, se remettre dans le bain et Mmh. le staff nous voit. Là, on fait un peu de physique aussi, on fait des footings avec, parce que la DTN est très, très sportive, donc elle nous fait un peu de prépa physique. Mmh. C'est là où on voit aussi les préparateurs mentaux. Ça nous est arrivé de faire des tests, des choses, pour évaluer notre stress, des trucs comme ça. Et après, à cheval, on fait, souvent du coup, le POR à pied. Donc c'est là qu'on va avec nos boussoles et tout, qui nous mettent les balises en place. Et après, à cheval, on travaille plutôt maîtrise des allures, PTV et du Mmh. travail sur le plat. Souvent, ils font venir des intervenants, fédéraux et qui nous font travailler, voilà. OK. Ouais, c'est bien complet, ça a l'air d'être intéressant ce stage en équipe de France. Et après aussi, il y en a 2 juste avant les championnats. Il y en a un juste après la sélection, le lendemain du championnat de France et il y a une autre étape en août et du coup, le lendemain du concours, pareil, restage et ça, c'est pour faire les derniers détails avant, de partir, quoi. Et alors, tu nous disais que tu avais pas de préparation physique, mais est-ce que tu as, un comment dire? Un plan alimentaire? Est-ce que tu as, une routine, de sommeil? Est-ce que tu apportes quand même de l'importance à ton hygiène de vie, en général? Oui, quand même, je sors pas trop, je fais pas trop la fête, surtout quand je sais qu'on va bientôt partir, en inter ou en compétition, j'essaye de faire attention. Pendant les compétitions, je fais très, très attention à mon sommeil, surtout, les veilles d'épreuves. C'est très important, faut avant le POR, j'essaye au moins de dormir 8 heures quand c'est possible et pareil, la nuit entre les 2 épreuves, au moins 8 heures pour, être en forme. Et après, pendant les compétitions, manger pas trop lourd, pour être bien et c'est un peu difficile quand on va à l'étranger parce que la nourriture, elle est pas toujours, très adaptée. Mais j'essaye quand même, de manger des trucs, qui sont bons pour moi et que je sais que ça va pas, me faire défaut, quoi. OK. Et après au quotidien, est-ce que tu fais attention à ton alimentation, par exemple quand tu as un entraînement, quand tu es chez toi? Ou là, c'est un peu plus libre, En soi, je fais ce que je veux, mais je fais quand même attention parce que j'aime pas trop, manger très gras, enfin je fais gaffe, quoi. OK. Et là, de nouveau, tu pas suivi par un nutritionniste ou quoi, c'est toi Non. qui choisis? Non, c'est moi qui choisis et j'ai oublié par contre, dans l'équipe, il y a aussi le vétérinaire qui est très important pour le cheval. Et donc on passe à un truc un peu moins fun, mais est-ce que tu as déjà été blessé lors de ta pratique ou même ton cheval? Et si oui, comment vous êtes remis de cette épreuve? Alors moi, depuis que j'ai commencé l'équipe de France, j'ai pas été blessée, mais avant ça m'arrivait beaucoup de fois, beaucoup de fractures, de choses à cause de chutes. Hmm. Ben, je respecte le repos strict qu'on me demande, hein, parce que si je commence à prendre des risques, voilà. Et après, les chevaux en général, ils continuent à travailler parce que ma mère, elle s'en occupe. Donc même si je suis blessée, eux, ils font pas rien. Hmm. Et en général, quand je remonte, ça se passe bien parce que, ils ont pas arrêté de travailler, eux, ils sont toujours dans leur truc. Et un cheval blessé, ça m'est arrivé du coup à ma première sélection. Donc en juillet, j'ai été sélectionnée avec lui, et fin juillet, il s'est blessé. D'accord. Donc il était, en gros, il s'est fait des grosses ouvertures, au niveau des membres et il faut savoir que sur un international, c'est très important que le cheval soit nickel parce que la moindre goutte de sang, tu éliminée. Donc D'accord. il faut vraiment que le cheval n'ait aucune blessure et là, les croûtes allaient être encore trop fraîches au moment de l'international. Du coup, le sélectionneur m'a dit: je sais que tu as un autre cheval, viens, sur l'étape de la Coupe de France d'août avec» et du coup, je suis venue avec l'autre et ça s'est très, très bien passé. Donc depuis, on a gardé celui-là mais après, repos et on reprend doucement le travail avec d'abord que de la longe et après je remonte dessus et très, très progressif, manière de pas, Ouais, de pas stresser le cheval, ouais, c'est stresser ça, son de système. pas lui faire mal, ouais. Ok. Une question qu'on n'avait pas écrite mais qui me vient. Est-ce que tu as des sponsors qui te suivent ou Non, j'ai pas pas de forcément? sponsors qui me suivent.
Cette année, ça serait peut-être le moment, d'en chercher. Avec, ma mère, on va regarder ça. Mais, non, là, pour le moment, non. Ok, donc si certains passent par là, si vous pouvez sponsoriser une vice-championne d'Europe avec un super palmarès, bah, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous êtes rémunéré en compétition? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a une rémunération? Est-ce que ça dépend du classement? Si oui, par qui elle est faite la rémunération? Alors, on n'est pas payé du tout parce que c'est une discipline, qui est, encore amateur. Du coup, on n'est pas payé. Mais par contre, on est indemnisé, quand on fait des déplacements pour l'équipe de France. Donc par exemple, quand on va à un stage fédéraux, on nous paye, le trajet et le logement des chevaux, logement des cavaliers, nourriture des cavaliers et, quand on est mineur, la nourriture pour un accompagnateur. Et en concours internationaux, là, c'est encore différent. On est donc, pareil, trajet, logement du cheval, nourriture du cavalier, logement du cavalier. Et en plus de ça, quand on est en international, il y a un groom. Donc en fait, le groom, c'est la personne qui va s'occuper du cheval. Le but, c'est que le cavalier s'occupe entre guillemets que de lui, pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est le staff qui le met en place. Et donc, le groom, on lui paye, le déplacement, le logement, la nourriture, pour qu'il puisse s'occuper du cheval. Ok, parce que je suppose que déjà se déplacer, ça doit pas être donné. Déplacer son cheval, ça doit être encore plus compliqué. Euh, c'est pour ça qu'on se posait les questions. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement comment vous faites pour vous déplacer et déplacer les chevaux, notamment à l'international? Alors, c'est très particulier. Par exemple, là, pour l'Italie, donc on est parti il faut savoir que la compétition commence le vendredi. On est parti de France le, mardi. Donc mardi, toute la journée, on a roulé. Donc on a fait à peu près, je dirais 6 heures de trajet. Sur les 6 heures, on a fait une pause de 1 heure où on descend les chevaux. Parce que être toujours dans la remorque, debout, sans marcher et la tête en haut, c'est pas bon pour eux. Ça leur encombre les bronches, etc. Donc du coup, on les descend, on les fait marcher, on les fait boire, on les fait manger un peu. Et après, donc, le soir, on a fait une étape en Italie vers, Gênes. Donc là, les chevaux, sont logés dans un centre équestre. Pour ceux qui ont le temps, ils peuvent faire une séance, manière de dégourdir un peu. Et moi, je l'ai juste marché parce qu'on est arrivé tard. Et après, donc le lendemain, on a fini la route. On a fait moins d'heures. Je crois qu'il restait 4 heures ou un truc comme ça. Et ben, arrivé sur le site, il a fallu bien les marcher longtemps. Et après, on les met dans leur box. En général, on les laisse un peu, tranquilles, manger, boire, etc. Et le lendemain, on fait des séances, pour, un peu essayer d'enlever les courbatures. Ok, dans ce cas-là, les remorques, c'est les vôtres ou c'est les remorques de la Fédé? Comment ça se passe? Nous, en trek, pour le moment, tous les déplacements qu'on fait, c'est les nôtres. On prend, nos vannes, nos véhicules. Mais je sais que dans d'autres disciplines, ils louent des gros camions. Ça, c'est surtout quand on part très très loin. Là, l'Italie, ça allait, donc, on est parti avec nos affaires. Mais quand c'est vraiment des gros déplacements, la Fédé peut louer, ouais. Donc comment tu gères la distance avec ton cheval? Quand tu es de retour sur Tuchan, direct il est dans la dynamique ou il faut que tu reprennes un temps, enfin passer du temps avec lui? Maintenant, comme j'ai dit, ça fait quand même un moment qu'on se connaît. On l'a eu quand il avait 3 ans, il en a 14, donc, ça fait très longtemps que je sors en compétition avec lui et que je le vois au quotidien. Donc, quand j'arrive, en général, il a l'air assez content de me voir. Hmm. On va dire qu'il boude jamais, entre guillemets. Ok. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Il a un caractère, facile. C'est vraiment un cheval, qui est très gentil, qui est pas rancunier, rien du tout. Donc, c'est assez simple au quotidien, même quand je pars longtemps. Ouais, ça c'est super important. On sait qu'il peut y avoir des caractères costauds Oui. et c'est pour ça qu'on te posait la question justement, mais si ça se passe bien, c'est top. Là, depuis le début de la discussion, tu parles beaucoup de ton cheval et tu dis que c'est un bon cheval. Enfin, à quel point tu estimes que c'est important d'avoir un bon cheval? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir des résultats avec un mauvais cheval? Non, là, je suis sûre que non. On va dire que c'est très important parce que, notre discipline, il y a 3 épreuves. Donc, il y en a une quand même qui repose beaucoup sur nous, mais les 2 autres, ça repose énormément sur le cheval et ses aptitudes. Il faut qu'il ait un
un retour au calme très très important parce que on peut se retrouver à sauter un obstacle et directement après faire une immobilité. Donc une immobilité, c'est 10 secondes dans un cercle où le cheval ne doit pas bouger une seule patte. Donc c'est quand même niveau mental, il faut qu'il soit très très bien dans sa tête. Et après, moi le mien, pour ça, il est vraiment fait pour ça, quoi. C'est vraiment un cheval. Il n'a pas des aptitudes incroyables. Il saute pas très très haut, il galope pas très très vite. Mais c'est vraiment un cheval fait pour cette discipline. Il est très polyvalent et il a un mental incroyable. Ok. Et du coup, est-ce que c'est plus important d'être un bon cavalier ou est-ce que c'est plus important d'avoir un bon cheval? Je dirais quand même d'être un bon cavalier parce que, on le voit avec ceux qui dominent la discipline en senior. Il prend un cheval et il le forme et ça se passe à peu près toujours bien. Après, il choisit bien ses chevaux aussi, mais il en forme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il passe beaucoup de chevaux et ça se passe toujours très bien. Donc, je pense que c'est sa façon de faire qui est très bonne. Et après, il choisit les bons chevaux, mais c'est quand même plus important d'être fort. Ouais, parce qu'au final, les résultats en compétition, ils dépendent pas juste de vos aptitudes en compétition, ils dépendent aussi peut-être de vos aptitudes au dressage et au travail hors compétition. Oui, c'est ça. Ça dépend des bases qu'a le cheval aussi. Il y a certaines bases qui vont faciliter dans la discipline alors qu'elles ne sont pas forcément nécessaires. Mais c'est vrai que avoir un cheval qui est bien travaillé et qui sait un peu tout faire, ça permet quand même de combler certaines lacunes dans notre discipline. Par exemple, sur le parcours en terrain varié, il y a certaines notions de dressage qui ne sont pas indispensables, mais si on les a, ça fait quand même, ça aide quand même beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, si je me trompe pas, tu nous as dit que tu l'avais récupéré quand il avait à peu près 11 ans, 12 ans. En fait, j'ai fait mes premiers concours avec lui, donc ça fait Mm. quand même depuis que j'ai, je pense, 7-8 ans que je le monte. Ah oui, d'accord. Mais Ok. avant, on va dire que c'était pas mon cheval principal. Mm. Je montais sur tous les autres et de temps en temps, je faisais un peu avec lui. Mais bon, déjà, il était jeune et moi aussi, donc c'était un peu. Enfin, je suis toujours jeune, mais c'était un peu compliqué. Ma mère s'en occupait beaucoup, Mm. mais j'ai toujours un peu fait avec et beaucoup depuis l'équipe de France. Ouais, justement, c'était pour en venir à cette question. Donc, je pense que ta maman a fait une bonne éducation de ce cheval-là. Et est-ce que tu sais comment elle fait pour canaliser les chevaux, pour essayer de les mettre dans le droit chemin, on va dire? Comment ça se passe? Déjà, avec de la délicatesse, faut pas forcer, faut pas utiliser la violence parce que ça les braque. Mm. Et Bamar, on a de la chance, il a un tempérament assez facile. Donc on va dire que même la première fois qu'elle est montée dessus, on nous aurait dit que c'était déjà fait, on l'aurait cru, quoi. Après, bien sûr, beaucoup de rigueur. Il ne faut pas le laisser. Par exemple, dans notre discipline, quand on monte sur le cheval, il faut qu'il soit complètement immobile. Ça, c'est vraiment un travail de rigueur. C'est s'il bouge un pied, on corrige, on dit non. Après, mettre en place des codes aussi. C'est très, très codifié. Je mets ma jambe à la sangle, il se décale. Contrairement à ce qu'on peut croire, il ne faut pas tirer sur les rênes pour s'arrêter. C'est plutôt avec l'assiette, etc., le poids du corps. Et voilà, donc très bien codifié, faire des codes clairs, que le cheval ne se mélange pas. Et après, être rigoureux, pas le laisser faire n'importe quoi. Pas le laisser, par exemple, en balade, c'est bête, mais il n'a pas le droit de manger quand je suis sur son dos, parce que sinon, après, il peut manger pendant une immobilité et le brin d'herbe qu'il y a devant, il est meilleur, donc il marche et c'est zéro. Ouais, pas de mauvaises habitudes. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Ouais, donc la complémentarité de toi, l'avoir monté très jeune et ta maman avoir fait une super éducation fait que on a un cheval qui performe. Ouais, c'est ça. Et justement, tu parlais de codes clairs. Est-ce que c'est uniquement des codes physiques, jambes, enfin, toi avec tes jambes, avec tes bras et le poids de ton corps, ou est-ce qu'il y a aussi des codes oraux Il faut savoir que la maîtrise des allures, le pas le plus rapide, je fais tout à la voix. J'ai une phrase que je répète, Bamar, tu marches, allez, tu marches. Et pendant tout le long de la maîtrise des allures, donc c'est 150 mètres, sur les 150 mètres, je lui répète ça. Et j'essaye d'agir le moins possible avec mes mains, mes jambes, etc. Parce que comme le cheval marche vite, en fait, il faut qu'il ait une prise en charge qui se gère seul et que tout seul, il sache qu'il ne faut pas trotter. Parce que si on commence à agir nous, en fait, on le retient, donc il ne peut pas aller au maximum. Ou alors, ça peut le contracter, le faire trotter, etc.
Donc il faut vraiment qu'il se gère seul et moi, il y a juste ma voix pour l'accompagner. Quand je sens avec mon corps que, par exemple, il est pas loin de trotter ou un truc comme ça, j'arrête net de parler. Il se remet tout seul et après je recommence. Et après, il est très, très bien dressé à la voix. Quand je dis non, par exemple, il sait, que c'est pas bien ce qu'il fait, j'ai pas besoin d'agir, voilà. Ok, ouais, c'est super intéressant. Donc tout à la voix. Ouais, pendant la maîtrise de l'allure surtout. Et après, pendant le PTV, c'est aussi important de beaucoup lui parler, même si je lui dis pas des choses importantes, mais je lui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'il soit concentré sur moi, parce que c'est un cheval qui peut vite se déconcentrer, regarder un peu les papillons, etc. Donc dans ces cas-là, je lui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'il reste focus et qu'il se mette pas à regarder les gens, le bruit, etc. Donc tu nous as parlé de visite médicale pour toi, obligatoire. Et donc là, on vient d'en parler en off, mais du coup, on peut construire la question. Les visites vétérinaires, comment ça se passe? Donc déjà, il faut savoir que le cheval a un vétérinaire qui le suit à l'année. Et après, donc, sur toutes les étapes de la Coupe de France, il y a 2 visites vétérinaires, une avant toutes les épreuves. Donc ça, c'est pour voir si le cheval est apte à participer. En général, ils prennent le cardio, la température, ils regardent les muqueuses, donc les yeux, le dedans de la bouche. S'il n'y a pas de problème au niveau des tendons, s'il n'est pas gonflé, etc. Et après, donc, on le fait trotter, on le fait courir. Et ça permet de voir s'il n'y a pas de boiterie. Donc, si celle-là passe, on a le droit de participer. Si ça passe pas, on n'a pas le droit. Donc, ça veut dire qu'on s'est déplacé pour rien. Mm. Et après, il y en a une deuxième. Donc, après l'orientation, c'est possible qu'il y en ait pendant l'orientation. Ça m'est arrivé au championnat d'Europe, c'était la première fois. Donc, pendant le parcours d'orientation, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont dit vous avez 30 minutes. Et dans 30 minutes, on fait cardio des chevaux et trotter pour voir s'ils sont aptes à continuer. Donc, ça m'a un peu surprise, mais ça s'est bien passé. Et après, Ok. donc, il y en a une le lendemain matin, le lendemain de l'orientation, où, pareil, bon, on reprend pas le cardio, mais on fait juste trotter pour voir. Donc ça, c'est en France. Et en internationaux, la visite après orientation, elle est juste après, 30 minutes après. Et là, par contre, on fait cardio, bien rafraîchir le cheval avant et regarder, du coup, s'il va bien, quoi. D'accord. Donc on voit que la santé du cheval, elle est centrale. Et ça, Oui. c'est vraiment super. Parce que c'est important de le dire, de prendre soin des animaux avec qui on travaille. Et on voit que c'est quelque chose que tu fais. Donc ça, moi, je trouve ça super. Et aux internationaux, quand il y a eu le contrôle vétérinaire au milieu de la compétition, est-ce que tu sais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce que le terrain il était particulièrement difficile, parce que l'épreuve était particulièrement difficile? Euh, je pense déjà que c'est parce que c'est un championnat d'Europe qu'ils ont voulu faire ça. Et le terrain était vallonné, il y avait beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Après, les sols n'étaient pas particulièrement compliqués, il n'y avait pas trop de cailloux, etc. Mais c'est vrai que dû au dénivelé, les chevaux pouvaient être un peu fatigués. Je sais que devant moi, il y a une Italienne qui est passée limite et qui a dû continuer à pied parce que son cheval était limite au cardio. Moi, le mien, ça s'est très bien passé. Mais ça, c'est surtout gérer l'effort, ne pas se débrouiller pour être assez régulier tout le long des tronçons pour pas aller à fond à la fin et qu'il rentre crevé, quoi. Donc ça, c'est vraiment la gestion du cheval. Et si tu gères bien l'effort de ton cheval, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Peu importe le terrain, peu importe tout, quoi. Ouais, justement, ça fait partie aussi de ton Travail. savoir-faire et de ton travail, d'adapter l'allure au terrain et d'adapter l'allure à la compétition Ouais, globale. exactement. Surtout que moi, mon cheval, il a pas de fer. Les fers, c'est ce qu'il y a sous les pieds. En gros, ça permet de protéger. Et moi, le mien, il en a pas besoin. Mais ça veut dire qu'il faut quand même faire un peu attention de ne pas galoper dans les cailloux à fond, n'importe comment, quoi. Bon, ça vaut avec tous les chevaux, mais être vigilant, quoi, qu'il se fasse pas mal, etc. Mais ça, c'est une gestion très importante aussi. Ou savoir arrêter quand le cheval est blessé, perd un fer, des choses comme ça. Ça, c'est très important aussi dans la gestion. Ok. Et donc là, tu nous dis que ton cheval il est pas ferré. Mm. Et en début de discussion, tu nous disais que ton cheval il avait pas de mort non plus. Ça, c'est sur l'orientation, j'en mets pas, ouais. Ok. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer à quoi ça sert les fers et le mort et pourquoi toi, tu as fait le choix de pas mettre? Donc sur l'orientation, je mets pas de mort parce que, en fait, ils secouaient énormément la tête avec un mort dans la bouche. En gros, c'est ce qu'ils ont dans la bouche pour pouvoir les diriger, les arrêter, etc. Et donc le mien, il bougeait énormément la tête, donc c'était assez pénible pour lire la carte, c'était un peu compliqué. Et il avait du mal à se poser, rester arrêté.
et à boire avec le mort dans la bouche, c'est pas le meilleur. Du coup, on a essayé ça et ben, il bouge plus la tête, il reste beaucoup plus facilement arrêté et il boit, donc ça a été une très bonne solution pour moi. Après, je sais qu'il y a des chevaux avec lesquels on peut pas faire ça parce que ben, ils ont pas de réponse au licol, mais moi le mien il répond donc c'est très bien. Et les fers, du coup, ben, ça va servir à surélever un peu le pied du cheval pour pas que la sole, le dessous du pied, soit en contact direct avec les cailloux. Et du coup, ben, moi, le mien, il a des pieds très durs parce qu'il est né dans les cailloux, il est né à Quintien. Donc, Ouais, t'as un bon terrain pour ça, ouais. voilà, c'est ça. Et il a toujours été habitué comme ça, donc on lui met pas de fer. Après, il existe des chaussures qu'on peut lui mettre pour en cas vraiment de terrain très, très, très caillouteux. Mais pour le moment, ça m'est jamais arrivé de lui mettre. Et voilà. Mais du coup, c'est quand même. Enfin, ça, c'est pareil, c'est connaître son cheval, savoir quand est-ce qu'il faut chausser, quand est-ce qu'il faut ferrer, etc. Pour pas qu'il ait mal, quoi, pour qu'il soit bien dans ses pieds. Ouais, encore une fois, ça montre l'importance de la relation entre le cavalier et le cheval et l'importance d'avoir une équipe entre les deux Ouais, de bien se soudée, de bien se connaître. connaître. Ouais. Autre question, pendant les compétitions, je sais que ça peut arriver. Est-ce que tu as été soumise à un contrôle antidopage, notamment ton cheval? Bon, je sais que normalement, c'est plutôt des excitants, ces produits-là. Donc là, comme tu dis, ça devrait pas trop être le cas, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, en internationaux, j'ai déjà entendu des gens à qui c'est arrivé. En France, jamais, je crois. Et mais de toute façon, on est très, très, très vigilant là-dessus avec les vétérinaires. Moi, à chaque fois que je veux donner un produit, je regarde bien qu'il y ait les normes antidopage. Hmm. Et ma vétérinaire est au courant de mes pratiques avec l'équipe de France, etc. Du coup, elle fait très, très attention. Par exemple, avant de partir, elle m'a donné des choses pour les muscles, pour les pieds, etc. Et on fait vraiment attention que ce ne soit pas dopant. Enfin, de toute façon, le cheval est nickel et moi aussi, on le sait. Hmm. Mais on est vigilant, ouais. Ouais, d'accord, ouais, il y a un contrôle assez régulier et ta vétérinaire est super compétente, donc t'as pas Ouais, de souci, elle est très au courant là-dessus. Ok, super. Donc j'ai envie de parler aussi peut-être de ta relation avec ta maman, parce que c'est elle qui t'a transmis cette envie de faire de l'équitation. Comment est ta relation avec ta maman? Je pense que ça doit être assez fusionnel du coup. Oui, ça se passe très très bien. Au début, c'était elle qui me donnait les cours de cheval. Bon, ça, on Hmm. a arrêté parce que maman et coach, c'est pas le, Ah, le c'est pas meilleur facile. combo. Mais là, du coup, ça se passe très très bien. Elle m'amène en compétition. Parfois même, on fait des duos ensemble. Ah, super. C'est comme ça que j'ai commencé les compétitions en amateur, d'ailleurs, en duo avec ma mère. Et voilà. Et après, sur les internationaux, quand elle peut, c'est elle qui me groom, qui s'occupe du cheval parce que du coup, elle le connaît par cœur. Hmm. Là, en Italie, elle n'a pas pu, mais ils sont quand même venus me voir en avion pour les dernières épreuves, la remise des prix, etc. Donc, Ok. ouais, ça se passe très très bien. Et ça, comment ça se passe lors des remises des prix? Je suppose que c'est une belle émotion. Comment tu pourrais Ouais. le retranscrire Ben, déjà, bon, cette année, encore plus, le décor est vraiment incroyable, c'était magnifique. Mm. Ben, entendre la Marseillaise, c'est vraiment quelque chose qui est. Je sais pas comment le décrire, mais vraiment la chanter, savoir que c'est pour toi, que c'est toi qui as gagné pour ton pays, etc. C'est vraiment une émotion incroyable. C'est génial. Ouais. Et après, les tours d'honneur à cheval, donc on fait un tour de galop avec nos médailles, etc. Pour exposer ceux qui ont gagné. Et voilà, c'est vraiment des émotions incroyables, c'est trop bien. Et Emery qui parlait de la relation avec ta maman, tu nous en as beaucoup parlé aussi. Tu nous as parlé aussi du matériel nécessaire pour se déplacer en compétition, la remorque, les vannes. Toi, tu as la chance d'avoir ta maman là-dedans. Tu as la chance aussi d'habiter ici à la campagne. Est-ce que tu penses que le trek, c'est un sport qui est accessible à tous? Est-ce que un enfant qui ne vient pas de ce milieu-là, est-ce qu'il peut rentrer dans le monde du trek? Est-ce qu'il peut performer dans le monde du trek? Oui, c'est une discipline qui est très très accessible par rapport à d'autres. Il n'y a pas besoin d'avoir des chevaux très chers, il faut juste un cheval bien dans sa tête. Pareil pour les races de chevaux, c'est très très inclusif. Il y a des disciplines où il faut que les chevaux aient des papiers avec des origines connues. En trek, tous les chevaux sont acceptés. Et les cavaliers, ben, c'est pareil.
Nous, avec ma mère, on n'avait jamais fait de trek avant que du coup Jérémy nous y initie. Et du coup, on est arrivé dans la discipline, on connaissait personne. Maintenant, on a un cercle avec. Enfin, les gens sont très très sympathiques. Quand il y a des nouveaux, les meilleurs donnent des conseils. Ils n'ont pas du tout, entre guillemets, la grosse tête. Ils sont très inclusifs, très gentils. Et après, c'est sûr que quand on est dans des centres équestres de ville, c'est une discipline qui est compliquée à pratiquer parce que il faut quand même un endroit avec un terrain en herbe, du dénivelé, etc. pour pouvoir travailler le PTV. Pour l'orientation, il faut pouvoir sortir en extérieur et aller faire de la carte. C'est moins évident en ville. Ouais. Donc, par exemple, dans le centre équestre où je suis à Montpellier, c'est clairement impossible parce que d'un côté, il y a la voie rapide, de l'autre, il y a la route, quoi. Enfin, c'est pas gérable. Mais si on va dans un centre équestre qui nous met à la discipline, même les équipes de France, c'est quelque chose que si on travaille et qu'on est régulier et rigoureux, c'est assez accessible et c'est vraiment des belles aventures à vivre avec son cheval. Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir son propre cheval ou est-ce que tu peux performer avec un cheval qui appartient à un club? Je pense que les gens qui sont en équipe de France, il y en a 90% qui ont leurs chevaux quand même. Il y a une cavalière qui a réussi à performer avec un cheval de club, mais le cheval de club lui était confié. Enfin, c'était comme si c'était le sien, elle le travaillait elle-même, etc. Il continuait un peu à faire des cours au club, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir le sien ou un cheval qui est à notre disposition parce que c'est vrai que s'il y a un peu n'importe qui, entre guillemets, qui monte dessus, les histoires de rigueur, etc., c'est pas tout le temps. Tout le monde ne respecte pas ça et du coup, ça peut entraver les performances, quoi. Ok. Et est-ce que tous les clubs proposent du trek ou est-ce qu'il y a Non. des clubs qui le font pas? Non, il y a beaucoup, beaucoup de clubs qui ne le font pas. C'est pas en fait, c'est pas une discipline très, très connue et très, très rentable pour un club parce qu'il faut savoir que, en gros, le cheval, tu peux en avoir qu'un par cavalier parce que il part faire l'orientation et faire des spéciales PTV, mais dans ce cas-là, c'est plus la discipline complète. Mais pour faire la discipline complète, c'est pas très, très rentable parce qu'un cheval par cavalier. Et dans d'autres disciplines comme l'obstacle, ils peuvent mettre 3 cavaliers sur un seul cheval. Donc c'est vrai que les clubs, ils développent pas trop ça. Et en plus, c'est des compétitions qui prennent du temps. En niveau club, ça dure une journée, mais en niveau amateur, il faut déjà prévoir d'y aller sur au moins 2 ou 3 jours. Il y a certains clubs qui le font, mais pas énormément. Ok, donc on touche quasiment à la fin de l'épisode. Moi, la question, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer dans ta discipline? On t'a dit que c'est pas pratiqué partout, mais est-ce que tu as des conseils et est-ce que tu peux donner peut-être des clubs pour ceux qui sont de par ici, par exemple? Par ici, il y a du coup au Pool Périos qui fait commencer donc les escoumettes. Jérémy, il fait commencer le trek à niveau club. Et Laetitia Audemars aussi, du coup, là où je monte, à l'écurie de l'As de Trèfle, elle fait aussi du trek. Par ici, il y a ces 2 clubs-là. Après, un peu plus loin, vers Montpellier, il y a l'écurie du Sud à Magalas. Donc chez Amanti, lui, c'est le champion du monde. Enfin, c'est vraiment un des patrons de la discipline, avec qui je vais faire des stages aussi. Et après, je connais des écuries dans le Nord, mais voilà. Par ici, c'est à peu près les 3 principales. Il y en a aussi dans le Gard, mais déjà, ça fait un peu plus loin. C'est des écuries qui vont permettre de commencer. Ils ont des chevaux de club qui connaissent un peu la discipline. Donc ça permet aux cavaliers de se former. Et après, de toute manière, je pense que si vraiment on veut évoluer à haut niveau, il vaut mieux avoir son cheval ou louer un cheval ou pour pouvoir progresser ensemble. Mais parce qu'ils sélectionnent un couple et pas seulement un cheval ou un cavalier. Si le cheval se blesse et qu'il n'y a pas de remplaçant, la sélection est morte, quoi. Pareil pour le cavalier, donc voilà. Et est-ce que tu aurais des conseils un peu plus généraux, peut-être pas forcément pour des jeunes qui font de l'équitation, mais peu importe la discipline, pour des jeunes qui veulent associer et les études et la pratique du sport, voire même les études et la pratique du sport de haut niveau, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner sur comment faire? Je pense qu'il faut être très sérieux dans ses études déjà pour les réussir parce que moi, ça m'est arrivé de prioriser les études au sport. Et après, le sport, pour moi, par rapport aux études, c'est quand même secondaire. Je le fais passer après. Essayer de rester régulier dans la pratique, ne pas trop en faire quand il y a des examens, etc., pour pas mettre en péril le scolaire. Mais quand même rester assez régulier. C'est pas la peine de faire énormément, enfin moi dans ma discipline, énormément d'heures par semaine.
mais juste entretenir la chose avec mon cheval, mais rester quand même dans les études, quoi. Ok. Et est-ce que le sport, justement, ça te permet pas d'avoir un équilibre de vie et de mixer entre études et sport? Et tu nous parlais tout à l'heure d'échappatoire. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Même l'année où j'ai refusé la sélection, ça a été quand même compliqué de voir les autres partir au championnat, etc. C'est vrai que c'était Hmm. dur. Mais là, cette année, avoir pu concilier les deux, c'est vraiment bien parce que tu réussis dans ton sport, donc ça met quand même dans de bonnes dispositions pour après étudier. De savoir que je réussis quand même dans mon sport et que j'y arrive plus ou moins dans mes études, mais voilà. Hmm. Mais ça fait du bien de se dire que j'arrive à faire les deux et que je reste sérieuse. Et ça permet aussi d'avoir un rythme de vie assez sain, etc. De pas tout le temps sortir en pensant, en me disant, ben, je fais ça pour après que l'équipe de France, ça se passe bien, quoi. Ouais, ouais. Puis aussi de penser à toi, c'est super important, Ouais. hein. Dans ce cadre-là, toi qui fais des études de médecine, c'est pas évident. Tu nous disais que tu as commencé la compétition sans vraiment d'objectif, que tu es arrivé un petit peu dans ce sport par hasard. Mm. Est-ce que justement tu as des objectifs pour la suite de ta carrière? Là, mon objectif, du coup, le premier, c'est déjà la sélection en janvier. Repartir, du coup, l'année prochaine, c'est un championnat du monde. Faire des résultats au championnat de France. Donc, les 2 dernières années, j'ai fait 2e et 3e. Donc là, l'objectif, ce serait de rester sur des podiums. Et si on peut gagner, gagner. Et après, continuer avec mon cheval, que ça se passe bien avec lui, qu'il reste en forme. Et voilà, et finir mes années jeunes déjà en équipe de France, ce serait vraiment bien. Et après, les saisons en senior, je sais que ça va être très dur, mais peut-être faire une amateur élite, donc c'est l'épreuve, enfin la catégorie la plus haute de la discipline, pour voir ce que c'est. Pas forcément l'équipe de France tout de suite, des seniors, c'est un peu compliqué, je pense. D'accord. Ok, justement pour essayer de gagner un championnat de France et peut-être, et pourquoi pas gagner, on te le souhaite, les championnats du monde. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles? Quels sont les points à améliorer? Je dirais qu'en France et en international, c'est pas exactement les mêmes choses à travailler. En France, ça va être plutôt l'orientation parce qu'il faut savoir qu'on a un niveau de parcours d'orientation sur les compétitions qui est vraiment très élevé par rapport aux épreuves internationales parce que les autres nations sont un peu en dessous à ce niveau-là. Et en France, faut vraiment être très 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 bon en orientation parce que ça peut faire des différences énormes, des 100 points, des trucs comme ça et qui sont après impossibles à rattraper avec le reste. Pour les championnats de France, il faut vraiment que je bosse le POR. Et pour ce qui est international, en général, vu que l'orientation est plus facile, on se retrouve avec des résultats très très serrés à la fin de la première épreuve. Comme là, par exemple, cet été, j'étais 8e après l'orientation et j'étais à 14 points du premier, donc c'est vraiment rien du tout. Et c'est les autres épreuves qui m'ont permis de remonter. Donc pour les internationaux, le plus important, c'est la maîtrise des allures et le PTV. Et je dirais même plutôt la maîtrise des allures. Parce que comme c'est quelque chose où les chevaux, il y en a qui marchent doucement naturellement et d'autres qui marchent vite, ça fait des écarts énormes de points. Et sachant que c'est sur 60, il faut savoir que c'est sur 60, il y a 30 points de galop, 30 points de pas. Et une rupture, ça fait un 0. Donc ça veut dire que vraiment, c'est une épreuve où il faut être, entre guillemets, parfait pour pouvoir espérer un classement en international. Et jusqu'à quand tu penses faire cette pratique? Jusqu'à quand tu penses faire des compétitions? Déjà, je me vois finir mes années jeunes, donc 2 ans. Et après, pendant les années seniors, ce que je vois, c'est surtout la transition de cheval. Parce que vu que mon cheval a de l'âge, il y a un moment où je vais devoir changer. Donc, reformer un cheval pour la discipline, je ne sais pas si je le ferai tout de suite. Je pense que quand j'aurai fini mes années en jeune cave, je vais soit acheter un cheval pour une autre discipline pour un peu changer, ou alors je vais attendre carrément d'avoir avancé dans les études et d'avoir presque fini pour reprendre le trek parce que c'est vrai que ça prend quand même du temps. Et surtout quand il faut former un cheval, là je peux me permettre de ne pas le monter très 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 souvent. Mais quand on a un jeune cheval, il faut être hyper hyper régulier dans le travail parce que sinon c'est impossible de former, quoi. Ok, donc peut-être attendre la fin des études après pour Ouais, pour reformer un cheval au trek. ouais. Ok, super. Ben, on est à la fin. On te remercie vraiment d'avoir donné du temps pour nous, pour le Merci à podcast. vous. Parce que ben voilà, tu as un emploi du temps quand même assez chargé. Donc merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Réjeanne, merci beaucoup. C'était un super épisode. Merci pour ta disponibilité et pour tes réponses claires.
Bah, merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, d'être restés fidèles. Si certains veulent sponsoriser Réjeanne, eh ben, c'est avec plaisir. C'est franchement un super porte-drapeau. Réjeanne, si tu as un mot pour finir. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli et de mettre en lumière le trek, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, merci. Avec plaisir. Donc pour terminer, Réjeanne a un compte Instagram de trek, je te laisse le donner. C'est Réjeanne-trek. Voilà, n'hésitez pas à aller la suivre et suivre son projet, l'aider si vous le pouvez.